Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Reichstadt, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Noé Da Silva de France Info. Et direction Davos, dans le canton des Grisons, en Suisse. C'est là que tous les ans, les grands dirigeants de la planète se retrouvent au Forum économique mondial. Ils y discutent des grands enjeux de notre monde et il n'en faut pas plus pour que la complosphère s'agite. Des informations, mésinformations, sont d'ailleurs les principaux risques mondiaux dénoncés par le Forum économique mondial dans son rapport annuel. Davos est donc victime de ce qu'il dénonce. Le Davos des complotistes, c'est le 102e numéro de Complorama. Un rapport du Forum économique mondial caché au grand jour confirme que plus de 6 milliards de personnes mourront en 2025. Et selon des rapports en provenance de Davos, Claude Schwab a confirmé que l'objectif annoncé est en bonne voie d'être atteint. L'élite mondiale nous met en garde depuis longtemps contre ces plans visant à dépeupler radicalement la Terre par tous les moyens nécessaires. Et maintenant, les résultats se déroulent sous nos yeux. Si nous avons le moindre espoir de les empêcher d'atteindre leur objectif, consistant à assassiner la grande majorité de l'humanité et à transformer la Terre en planète prison pour asservir le reste, ces informations contenues dans les rapports doivent être partagées le plus largement possible. Voilà, on commence fort. C'est un extrait d'un média complotiste particulièrement radical qui s'appelle The People's Voice, qui opère depuis Los Angeles, animé par un complotiste britannique qui prévoyait donc des milliards de morts en 2025. Je crois que nous sommes en 2026 et cela ne s'est pas produit. Un exemple parmi d'autres des récits complotistes qui accompagnent Davos depuis des décennies. Pourquoi, Rudy, le Forum économique mondial est-il l'objet de tant de fantasmes ? Eh bien, pourquoi ? Parce que chaque année, en janvier, c'est l'un des grands rendez-vous des puissants de la planète, chefs d'État, de gouvernement, dirigeants de grandes entreprises, des responsables d'organisations internationales, publiques, des universitaires, des représentants d'ONG aussi. Et tout ce monde-là se réunit sous haute sécurité, ce qui est normal. Donc Davos, c'est un peu le monde d'en haut, même sur le plan topographique, puisque c'est en montagne, dans une station de ski particulièrement huppée des Alpes suisses, ce qui fait que Davos concentre plusieurs ingrédients classiques de l'imaginaire conspirationniste des élites mondialisées, qui parlent un langage souvent technocratique, obscur, et puis des échanges qui, pour une part, se déroulent à huis clos, sous la règle dite de la Chatham House, des règles de confidentialité, c'est pas secret, mais en gros, on n'est pas censé attribuer les propos qu'on a entendus, et même si on a aussi plusieurs prises de parole qui sont tout à fait publiques et retransmises sur YouTube et sur les chaînes d'infos. Et donc, ces élites, elles apparaissent particulièrement coupées du peuple, comme évoluant dans leur bulle. Et c'est la raison, je crois, pour laquelle le Forum économique mondial est si propice aux fantasmes et qu'il est régulièrement présenté comme le siège d'un gouvernement mondial oligarchique. Et pourtant, ça demeure une vision de l'esprit, parce que pour qu'il y ait un gouvernement, il faudrait que ce soit un lieu de décision, ce qui n'est pas le cas. Aucun traité n'a jamais été signé à Davos. Et il faudrait aussi que ce soit un lieu de consensus, ce qui n'est pas non plus le cas. Il suffit d'être un peu attentif à ce qui s'y est dit pour s'en rendre compte. Tristan ? Alors, ce que je trouve assez fascinant avec cette manifestation au Davos, c'est qu'en fait, elle rejoint dans l'imaginaire complotiste tous les grands rassemblements internationaux du type Bilderberg, qui réunit des leaders de la planète depuis les années 50 déjà, ou la commission trilatérale, qui a été fondée en 73 par David Rockefeller. Ça rejoint un peu ces grandes réunions mystérieuses qui viennent incarner depuis des décennies maintenant ces lieux mystérieux dans lesquels les plus puissants de la planète viendraient comploter ou organiser leur complot. Alors ces réunions, comme tu disais Rudy, sont essentiellement des réunions de réflexion, de réseautage, voire d'exploration, mais dans la complosphère, ça devient un lieu véritablement où on met en place des projets, ça devient programmatique. C'est quelque chose où on va mettre en place des choses qui vont impacter la planète. C'est là-bas que se préparent en fait les complots de demain. Et Davos aujourd'hui est probablement l'une des manifestations qui excite le plus la complosphère, et notamment à travers son fondateur Klaus Schwab, qui est une figure tutélaire du Davos et qui lui-même a atteint franchement le niveau de fantasmagorie dans la complosphère d'un Soros ou d'un Bill Gates. Et ce qui est assez déroutant, c'est que Klaus Schwab, il dirige plus Davos depuis quelques mois maintenant. Il a été remplacé notamment par un dénommé Larry Fink, qui lui aussi maintenant cristallise pas mal
mondial de fantasmes complotistes. Alors peut-être qu'on peut revenir justement sur Larry Fink. Qui est-il et pourquoi excite-t-il la complosphère, Rudy ? Alors Larry Fink, c'est le PDG de BlackRock. Il est effectivement le coprésident par intérim du Forum de Davos depuis l'été dernier. Et il faut savoir en effet que BlackRock suscite tout un tas de fantasmes complotistes. Certains pensent que c'est l'instrument de l'État profond. Ils vont jusqu'à imaginer que BlackRock est derrière la tentative d'assassinat de Donald Trump en juillet 2024. Pourquoi ? Parce que le tireur a été apparu quelques années plus tôt, pendant une fraction de seconde, comme figurant dans une publicité pour BlackRock. Et surtout parce que BlackRock, quand même, c'est une société de gestion d'actifs de premier plan avec un encours qui est autour de 12 000 milliards de dollars, ce qui représente l'équivalent de la moitié du PIB des États-Unis d'Amérique. Donc c'est pas rien du tout. Sa mission, c'est de faire fructifier l'argent qu'on lui confie, de gérer des actifs. Il n'est pas propriétaire de ces actifs, mais on peut imaginer que ça lui confère une influence et un pouvoir certain, puisque c'est les actifs d'épargnants, de grandes entreprises, de banques et aussi d'États. Donc là, on est vraiment en fait sur un empilement de fantasmes. On additionne ceux qui existaient déjà sur le Forum mondial de Davos et ceux qui apparaissent ces dernières années sur BlackRock. Alors un point central de focalisation pour la complosphère, l'idée que Davos est le suppôt du mondialisme, mais en même temps ça s'appelle Forum économique mondial. Oui, et dans la fantasmagorie complotiste, Davos, c'est l'instrument du mondialisme. Qu'est-ce que c'est que le mondialisme ? C'est un mot, un néologisme utilisé par ceux qui le dénoncent, apparu il y a une quarantaine d'années au sein de l'extrême droite, il faut le dire, c'est très clair, pour subsumer sous un terme unique ce qui serait l'idéologie spontanée de la mondialisation. D'accord. Alors c'est vrai que les partisans de la mondialisation se retrouvent autour d'un certain nombre d'idées, le libre-échangisme par exemple, la conviction que le commerce adoucit les mœurs, vous savez que si on s'échange des produits on ne se fait pas la guerre, l'idée qu'il faut converger vers des normes internationales partagées de régulation des conflits, de régulation de l'économie par le droit, etc. L'idée aussi d'une gouvernance mondiale, pas d'un gouvernement, d'une gouvernance mondiale, c'est-à-dire non pas un gouvernement unique, mais une tentative de régler au niveau du monde, au niveau planétaire, des problèmes qui se posent pour toute l'humanité. C'est le cas de la prolifération nucléaire, le changement climatique, évidemment, les flux migratoires, les grandes épidémies. Tout ça sont des sujets qui se posent à l'humanité et pour lesquels on doit avoir une réponse coordonnée. On peut être d'accord ou pas avec ces valeurs-là et ces objectifs, mais les pourfendeurs du mondialisme, eux, caricaturent tout cela en expliquant que le véritable programme du mondialisme, c'est l'instauration d'un régime totalitaire, orwellien, la suppression des frontières, la mainmise des banques sur l'économie, l'appauvrissement général, et tout ça pour le bénéfice de quelques-uns seulement. Et pour la complosphère, le mondialisme, c'est surtout une attaque contre les nations, contre nos valeurs. Oui, essentiellement, vraiment dans leur imaginaire, effectivement, le projet, disons, de Davos, c'est effectivement de détruire à la fois nos nations, de liquéfier les frontières, de détruire la patrie, de détruire la culture, le socle civilisationnel, quasiment, de nos sociétés, nos religions, pour imposer un modèle totalement uniforme au niveau planétaire. Et les complotistes accusent également Davos de vouloir donc dissoudre ce modèle de société à travers notamment l'immigration de masse qui viendrait diluer les identités nationales, mais aussi instaurer une quatrième révolution industrielle, c'est un terme qui a été inventé par Klaus Schwab en 2015 pour parler essentiellement de la révolution de l'IA, de la robotique, de la biotech, mais pour eux ce serait un levier véritablement qui chercherait à détruire nos civilisations au profit d'un gouvernement mondial sans frontières, liquéfié dans une sorte de soupe woke, si on veut. Et ça, c'est vraiment le cœur nucléaire du narratif anti-Davos aujourd'hui dans la complosphère internationale. Alors après l'explication de mondialisme, focus sur un autre terme, le remplacisme. Qu'est-ce que c'est, Rudy ? Le remplacisme, tout simplement l'idéologie qui accompagnerait ce que Renaud Camus, cet écrivain d'extrême droite, appelle le grand remplacement. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un plan conscient des élites pour en finir avec les peuples européens de culture gréco-latine, judéo-chrétienne,
les peuples blancs, entre guillemets, comme on dit du côté d'extrême droite suprématisme, mais aussi du côté des décoloniaux, en finir avec les peuples blancs par la submersion migratoire. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Renaud Camus, il n'hésite pas à parler de remplacisme global davocratique, avec l'idée que ce serait Davos qui déciderait cela, ou qui serait l'épicentre du complot. La semaine dernière, par exemple, il tweetait « La destruction des Européens d'Europe et de leur civilisation, telle qu'elle est commise par le bloc génocidaire au service de la machination davocratique, consubstantielle au remplacisme global, et le crime contre l'humanité le plus ample et le plus retors de l'histoire. » Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut lire sur la plume de Renaud Camus. Pour lui, clairement, on est face à un projet génocidaire. Voilà tout ce que le Forum de Davos incarne aussi. On passe maintenant au Great Reset, la grande réinitialisation. Combien vont passer ce Noël et tout l'hiver dans la misère et la solitude? Tout ceci n'est pas fortuit, c'est le plan mondialiste qui s'accélère. Le Great Reset, la grande réinitialisation promue par le Forum économique mondial de Davos et appliquée par nos gouvernants. Il s'agit de nous appauvrir, de nous faire vivre dans la peur et la soumission, de nous priver de toutes nos libertés fondamentales, de nous forcer à vivre dans un nouveau monde totalitaire où tout appartient à une oligarchie cosmopolite. Voilà, on vient d'entendre Alain Escada. Peut-être que c'est utile de rappeler qui est-ce, Rudy ? Oui, c'est un militant d'extrême droite, figure de la complosphère catholique, intégriste. C'est un militant belge qui a présidé l'association Belgique et Chrétienté, qui a été le porte-parole de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis de Belgique, courant lefévriste, donc intégriste catholique. Il a été aussi le leader du mouvement parti politique Civitas, dont il a été le président de 2012 jusqu'à la dissolution de ce mouvement en Conseil des ministres en 2023, dissous par décret au motif que Civitas avait appelé à entrer en guerre contre la République, y compris en recourant à la force, que Civitas considère les droits de l'homme comme des outils de destruction de civilisation chrétienne et qu'elle organisait des rassemblements en hommage à des personnalités emblématiques de la collaboration, ou encore qu'elle assure la promotion d'une hiérarchie entre les citoyens français avec des thèses clairement antisémites et islamophobes, fermez les guillemets. C'est le décret de dissolution qui dit ça. Great Reset, alors c'était quoi et quel est le lien avec Davos ? Great Reset, en français la grande réinitialisation, c'est une expression forgée au départ par Klaus Schwab, c'est-à-dire le fondateur du Forum de Davos, dans le contexte de la pandémie de coronavirus. En fait, au lendemain du premier confinement, il publie ce livre, La Grande Réinitialisation, avec un économiste français qui s'appelle Thierry Maleret. Et ce sera aussi, quelques mois plus tard, une initiative du Forum de Davos pour faire advenir un monde de l'après-Covid plus prospère, plus coopératif, plus respectueux des enjeux environnementaux et des êtres humains, pour tourner résolument la page du néolibéralisme. C'est très clair. Disons que ce sont des pétitions de principe. Jusqu'à présent, tout ça n'est pas vraiment entré en vigueur. Donc ça, c'était l'idée de départ. Et la version conspi du Great Reset, Tristan, ça donne quoi ? Tout autre chose, clairement. Et c'est assez déroutant de voir à quel point il y a eu une communication assez folle autour du Great Reset. Il y a un bouquin qui est sorti, effectivement, on en a parlé pendant des années, mais ce qui reste un peu dans l'imaginaire, même au-delà de la complosphère, dans l'imaginaire même populaire, quand on parle du Great Reset, on pense que c'est déjà une théorie complotiste, alors qu'à l'origine, ça ne l'est absolument pas. Alors qu'est-ce que c'est devenu, effectivement, le Great Reset pour la complosphère ? C'est une sorte de concept valise dans lequel on va projeter tous ces fantasmes. On vient de l'entendre dans le sonore avec Alain Escada à l'instant. Il a fait quand même un résumé assez global de ce qu'on projette sur ce terme de Great Reset. Je rappelle aussi également que, et on l'a peut-être oublié, mais vous vous souvenez peut-être de ce documentaire complotiste qui avait été absolument viral en 2020, qui s'appelait Hold Up, qui avait été réalisé par Pierre Barnerias et qui avait été vu des dizaines de millions de fois et dont le synopsis, en gros, reposait sur l'idée qu'il y avait un complot mondial autour du Covid dans le cadre d'un plan global organisé à travers le Great Reset. Donc le Great Reset, c'était déjà le cœur nucléaire de ce documentaire à l'époque. Alors pour ce qui est du concept valise, rapidement on y trouve beaucoup de choses. Le fait effectivement que la pandémie aurait été orchestrée, que le Covid-19 avait été créé ou amplifié pour imposer à la fois un confinement et un vaccin pour contrôler la population. On a l'idée qu'on voudrait détruire ou faire disparaître toute propriété. On ne serait plus des propriétaires, on serait tous dépossédés au niveau planétaire, qu'il y aurait
aurait plus de cash, on enlève tout argent, tout ça pour le remplacer avec de l'argent numérique pour, encore une fois, imposer une dictature mondiale. Et puis, je continue, on a des projets de contrôle social à la chinoise qui seraient derrière ce programme-là, ou des projets de dépopulation, de dictature climatique, ou même de l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Tout ça fusionné dans un capitalisme de surveillance et derrière une dictature communiste globale. Bref, c'est extrêmement riche et ça vient vraiment servir de réceptacle à énormément de fantasmes. Rudy ? Et j'ajoute que Philippe de Villiers avait même publié un livre sur le sujet, sur Great Reset, qui s'appelle Le jour d'après, où il reprenait toutes ces idées-là, précisément. Et parmi les figures accusées de mener ce complot mondial, il y a l'essayiste Yuval Noah Harari. Oui, essayiste, historien, qui a pris place avec Klaus Schwab, Bill Gates, Jacques Attali, Soros, bien sur la liste noire des complotistes. C'est un auteur à succès, Yuval Noah Harari. Il est accusé d'être le pape du transhumanisme. Et ce qui est fascinant, c'est que la complosphère lui reproche d'appeler de ses voeux, c'est qu'au contraire, il met toute son énergie à dénoncer. C'est un peu comme si vous faisiez de Karl Marx le chantre du capitalisme alors qu'il en est l'un des opposants et des analystes les plus emblématiques. Donc il est intervenu à Davos, Harari, en février 2020, donc au tout début de la pandémie, mais avant qu'on déclare officiellement la pandémie, et il y évoquait la menace de la guerre nucléaire, de l'effondrement écologique et aussi du creusement des inégalités dû aux nouvelles technologies. Son propos, c'était de mettre en garde contre précisément un décrochage entre les élites et le reste de la population, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc c'est plutôt un lanceur d'alerte, plutôt que quelqu'un qui fait la promotion d'un supposé transhumanisme. Dernière partie, Davos, ce n'est peut-être plus ce que vous croyez. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Et elle n'aurait pas commencé si l'élection présidentielle américaine de 2020 n'avait pas été truquée. C'était une élection truquée. Tout le monde le sait maintenant. Ils l'ont découvert. Des gens seront bientôt poursuivis pour ce qu'ils ont fait. C'est probablement une information de dernière minute, et ça devrait l'être. Voilà, c'est bien Donald Trump qu'on vient d'entendre à Davos. C'est passé un peu plus inaperçu que ses propos sur le Groenland ou l'Ukraine. On peut donc entendre au Forum économique mondial des paroles un peu conspires, Rudy. Bah oui, c'est ce qui s'est passé à Davos, c'est un démenti cinglant adressé aux complotistes qui voient Davos comme le bastion du mondialisme. En réalité, Davos, c'est un forum économique qui invite des personnes dont le point commun est surtout d'être des responsables d'envergure internationale. Donc là, on a entendu Trump parler il y a quelques jours en répétant un mensonge complotiste sur l'élection de 2020, mais c'est pas la seule fausse information. D'abord, il a confondu à plusieurs fois le Groenland et l'Islande. Bon, mais à la rigueur, c'est pas le plus grave en matière de fake news qu'il ait pu faire. Il a aussi expliqué qu'il n'y avait aucune éolienne en Chine et il n'a pas varié concernant son rejet du consensus scientifique en matière de climat. On rappelle qu'il continue à penser que c'est un canular. Mais surtout, il n'y avait pas que Trump comme personnalité populiste ou complotiste. On avait le leader populiste britannique Nigel Farage, qu'on a vu fanfaronner depuis Davos, en train de dire « Je suis à Davos pour mettre en garde les élites mondiales, nous ne nous soumettrons pas à leur agenda ». Et puis, on a eu le président argentin, Javier Milei, qui est lui aussi intervenu pour parler notamment de l'échec du socialisme en prenant l'exemple du Venezuela. Et Milei, lui, c'est pas la première fois qu'il intervient. Il a fait un discours en 2024 à Davos, un discours très commenté, dans lequel il mettait en garde contre le collectivisme, ceux qui sont censés défendre les valeurs de l'Occident et qui sont cooptés par une vision du monde qui conduit inexorablement au socialisme et par conséquent à la pauvreté. Donc en fait, on entend ce type de discours à Davos, pas seulement cette année, mais depuis plusieurs années. Et c'est très, comment dire, ça va vraiment à l'encontre de l'idée que c'est la Mecque du mondialisme. Et Tristan, Davos est aussi et surtout l'occasion pour pas mal d'influenceurs et de médias alternatifs conspi de parcourir les rues
en quête de buzz, on va dire? Ah oui, c'est un grand rendez-vous international. C'est presque une sorte de festival d'avoriaz pour les médias indépendants complotistes de la planète qui viennent là-bas tourner des petites séquences. Ils vont filmer dans les rues de Davos en essayant d'extraire des clips qui vont devenir viraux et alimenter essentiellement les réseaux sociaux. Et là, on a pas mal d'exemples que j'ai vu passer ces derniers jours. On a par exemple James O'Keefe, qui est un complotiste extrême droite américain, qui est un spécialiste des vidéos cachées et qui en a tourné une là-bas, effectivement, auprès de responsables sur place et qui révélerait soi-disant un projet de chemtrails. On a par exemple un média d'extrême droite complotiste britannique qui s'appelle Vox Populi, qui a harcelé dans les rues de Davos l'ancien Premier ministre Justin Trudeau en l'accusant d'avoir laissé les gens mourir à cause du vaccin anti-Covid. On a ancien Premier ministre du Canada. Canada, pardon. Et puis on a également Rebel News Media, qui est un média, encore une fois, complotiste extrême droite, cette fois-ci canadien, qui a harcelé dans les rues l'ex-ministre canadienne Chrystia Freeland, en l'accusant d'avoir géré de façon totalitaire le convoi des libertés anti-vaccins au Canada en 2022. Et dernière chose, cerise sur le gâteau, on a une dénommée Nour Ben Laden, qui est la nièce de Ben Laden et réside aujourd'hui en Suisse et qui chaque année va tourner des séquences vidéo là-bas en relayant des propos absolument délirants. Elle a régulièrement dénoncé le fait qu'elle ne voulait pas devenir un QR code, ce qui serait soi-disant le projet de Davos. Elle ne voulait pas manger des insectes ou être mis dans une prison numérique. Bref, Davos est devenu pour eux un moment de capitalisation de buzz inespéré. Alors c'est l'heure de la conclusion. Si j'ai bien compris, Davos est dénoncé par la complosphère, mais les complotistes y sont très présents, Rudy. Oui, c'est ce qui me frappe, c'est que si Davos était ce qu'en disent depuis des décennies ces contenteurs complotistes, eh bien des gens comme Nigel Farage, comme Elon Musk qui étaient présents là à Davos, ou comme Donald Trump, c'est-à-dire des antimondialistes revendiqués, ils n'auraient pas été accueillis tout simplement. Donc voilà, c'est quelque part un démenti adressé à cette complosphère. Tristan ? Oui, ce qui est intéressant avec Davos, en tout cas pour ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est une sorte de thermomètre, si on veut, de la virulence de la complosphère internationale. Il suffit de mesurer à la fois la place des figures complotistes qui vont s'y exprimer, ou la couverture qu'en fait la complosphère internationale, pour qu'on puisse prendre véritablement le pouls de la dynamique complotiste planétaire. Merci Tristan Mendès-France, merci Rudy Reichstadt. Merci Noé. Sans oublier Florence Wyss au son et pour la vidéo Nicolas Andreu et Florian Bercani avec Cyril Balta à la vidéo. C'était le 102e numéro de Complorama. À bientôt.